1990, l'innommable. Mon invitée Patricia Oudou a choisi la vie, même après le pire. Je vous laisse en sa présence. Bonjour Patricia. Bonjour Vanessa. Je suis très honorée de te recevoir dans l'espace présence aujourd'hui. Je trouve que tu incarnes bien la présence dans les deux sens du terme, comme j'ai envie en tout cas de le mettre en forme dans cet espace. La présence humaine, très incarnée, même au cœur du pire, comme le dit ton livre, même au cœur de l'épreuve, et en même temps la présence à quelque chose de plus grand. Je vais te laisser la parole, Patricia, si tu veux bien commencer. Alors, tu as beaucoup partagé ton histoire, évidemment, mais à partir de l'endroit où tu es aujourd'hui, de l'énergie dans laquelle tu es, peut-être aussi. Euh, voilà, je te laisse l'espace pour que tu puisses expliquer le contexte qui nous amène à partager ensemble aujourd'hui. Eh bien, merci Vanessa de m'accueillir. Je suis vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance, ta rencontre. C'est vrai, nous sortons des fêtes de Noël et c'est vrai que c'est toujours un moment à part. Noël qui est la fête des enfants, voilà, on- c'est vraiment un cadeau pour les enfants, ce moment de Noël privilégié. Voilà, une petite période de tristesse et quand même pointer le bout de son nez comme chaque année, mais c'est normal. Parce qu'il me manque deux enfants, voilà. Le 5 septembre 1990, Lucie et Sylvain, mes deux enfants, ont été assassinés par leur père. Voilà, une stabilité complètement compromise, un raz-de-marée qui a vraiment ouais, qui m'a vraiment fait perdre pied, a failli me faire perdre pied parce que je les ai pas perdus. Je vais rappeler quelques faits parce que je pense que c'est très important de, de raconter les événements en amont. Donc, je me suis mariée avec Jackie euh, en 1982. Euh, c'est quelqu'un voilà, que j'avais rencontré par une connaissance de mon frère, en fait. Et voilà, en 1979, on s'est fréquentés. Et puis, quelques années après, nous nous sommes mariés. Lucie est arrivée très vite en 1983 et Sylvain également très vite en 1984. Ça a été vraiment des, des souffles de vie, quoi. Moi, vraiment, je les ai accueillis, mais avec tellement d'amour et de joie que ben, c'était du bonheur. Jackie, lui, c'est quelqu'un qui n'était pas très présent, c'était vraiment quelqu'un qui peut-être n'était pas à l'aise avec le fait de devenir père. En tout cas, c'était quelqu'un qui ne participait pas du tout à la vie de la famille. Mais voilà, la vie s'écoulait jusqu'en 1990 avec des hauts et des bas, avec des peurs, bien sûr, qui commençaient à s'installer. Euh, et euh, et j'ai en 1990, en février 1990, je lui propose qu'on se sépare. J'avais eu une discussion avec lui quelques semaines avant, en lui disant, écoute, c'est très important qu'on se retrouve, c'est très important qu'on communique, c'est important qu'on... Moi, je me sens perdue euh, euh, dans la vie que nous menons et j'ai besoin de reprendre pied, j'ai besoin de voir clair en moi. Et cette démarche, il l'a pris pour un caprice, tout simplement. Voilà, il a trouvé que j'étais plutôt capricieuse à ce moment-là, alors que pour moi, c'était une question de vie ou de mort. S'éteindre à l'intérieur est tout aussi traumatisant que de perdre la vie pour moi. Voilà. Il accepte qu'on se sépare. Et jusqu'au mois d'août, nous nous sommes très peu vus. Il voyait de temps à autre les enfants. Durant la dernière quinzaine d'août, il les a pris en vacances, puisque c'était les vacances scolaires. Et nous nous sommes revus une dernière fois. Ce jour-là, je lui fais part donc de mon désir profond
de ne plus partager sa vie, ce qu'il accepte très difficilement. D'ailleurs, voilà, après avoir levé la main sur moi, il me pousse vers la porte de la sortie. Et à ce moment-là, quand je me souviens de ce moment-là, je me retourne vers lui et je lui pose cette question. Est-ce que je vais revoir les enfants? Je lui pose à haute voix cette question, comme si je pressentais quelque chose. Très vite, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, mais non, papa ne peut pas faire de mal à ses enfants, c'est pas possible. Et la réponse, je l'ai eue quelques jours après dans ma boîte à lettres. La question n'est pas de savoir si tu vas revoir les enfants. La question est de savoir comment éviter de ne pas les revoir. La balle est dans ton camp, Patricia. Alors après avoir eu en main ce document, voilà, je suis allée voir l'avocat, je suis allée voir le médecin de famille qui ne le suivait pas pour dépression parce que je me disais peut-être qu'il est fragilisé en ce moment et qu'il est traité, mais pas du tout. L'avocat me dit, écoutez, les beaux enfants, vous les retrouvez le 5 septembre. Bah, écoutez, on fera une démarche après. On fera ce qu'il faut pour les protéger, vous protéger. Et puis, j'ai pris rendez-vous avec un assistant social. Il était d'accord pour que nous discutions tous les trois. Tous les trois. Parce que je lui ai dit, écoute, il faut absolument qu'on essaye d'échanger et trouver une solution à notre vie pour que nous quatre, nous puissions vivre mieux, en fait, cette situation. Il a accepté. J'étais tellement étonnée. C'était pas du tout son profil. En fait, c'est pas le genre de personne qui va voir un psychothérapeute, par exemple. La date du rendez-vous est prévue pour le 6 septembre. Donc moi, je devais retrouver les enfants le 5 et le 6, il y avait classe. Et nous devions nous retrouver tous les trois chez lui. Et voilà, j'ai attendu vraiment que ce moment du 5 septembre arrive. C'est 18 heures. C'est 18 heures, je suis devant chez lui. Voilà, il répond pas, les volets sont ouverts. Plusieurs fois, je sonne, je fais le tour, personne n'est présent. Et je repars, je vais voir des amis et personne ne les avait vus. Je rentre chez moi, une de mes amies est venue me rejoindre. J'appelle sur son fixe, il ne répond toujours pas. Et puis la nuit tombe. J'appelle mes parents, j'appelle ses parents toute la nuit. J'ai fait les 100 pas toute la nuit. J'ai appelé les hôpitaux, j'ai appelé les gendarmes, j'ai appelé les pompiers, enfin voilà, j'ai appelé tout le monde. Personne n'avait entendu parler d'un accident quelconque ou de quoi que ce soit. Et le 5 septembre, donc, la journée, enfin, c'est entre la nuit du 5 au 6 septembre, c'est la nuit la plus longue de ma vie. J'ai espéré, j'ai prié de les revoir. Voilà, c'est ce que je me disais, même s'ils sont partis à l'autre bout du monde, qu'ils soient vivants. C'était ça qui m'importait. Et le 6 au matin, j'ai appelé des gens qui pouvaient m'aider, un serrurier, j'ai appelé des personnes susceptibles de pouvoir ouvrir la maison, et de m'accompagner. Et à 10 heures du matin, c'est ce qui arrive. Tous ces gens arrivent. Et là, quand j'ouvre la maison, moi, ma première réaction, c'est d'aller voir si la voiture est dans le garage. Et la voiture est dans le garage. Et aussitôt, je comprends qu'il s'est passé quelque chose de très grave, sans nommer. Je ne sais pas encore ce qui va m'arriver, mais je sais que ma vie va basculer. Je sais que plus jamais rien ne sera pareil. Et quelqu'un est monté à l'étage parce que les chambres étaient à l'étage et cette personne aussitôt est redescendue. Très vite, elle est allée dans le salon où il y avait le téléphone pour appeler la police, pour appeler les pompiers, pour appeler un médecin. Et très vite, tout le monde est arrivé. Moi, c'est pareil. Il y avait plein de monde voilà, qui s'était approché de la maison et un de mes amis est venu là et m'a pris dans ses bras. Et à ce moment-là, j'ai senti que tout allait basculer. Je ne savais pas ce qui allait se passer, je ne savais pas comment j'allais faire. Mais en tout cas, tout allait basculer. Très vite, le médecin arrive, monte à l'étage. Moi, on m'accompagne dans le camion de pompiers. Très vite, le médecin revient vers moi et je lui pose la question, comment vont les enfants? Et il me dit, vos enfants sont morts. C'est comme si je voulais pas entendre ces mots-là, mais je lui dis, et si j'étais arrivée la veille, est-ce que j'aurais pu les sauver? Il me dit, non, vous n'auriez pas pu les sauver, vos enfants sont morts. Et à ce moment-là, il m'administre un calmant et je m'endors. Et quelques heures après, je me retrouve à la clinique de Dieppe. Un psychiatre s'approche vers moi. Moi, je suis allongée. Il vient vers moi et me dit, Madame, vous savez pourquoi vous êtes là?
Alors je dis oui, je sais. Mon mari, il a tué Lucie et Sylvain et il s'est suicidé, mais moi je vais continuer à vivre. Je ne sais pas vous dire comment, mais je sais que je vais continuer à vivre. Ça peut pouvoir être absurde, ça peut être complètement fou, mais je sais que je vais vivre. Sur le moment, j'ai pas essayé de comprendre pourquoi je disais ça. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai tenté, en tout cas, de m'accrocher à la vie, coûte que coûte, à cette vie qui est si belle, finalement. Le lendemain, donc mes parents avaient été prévenus, pardon, et mes parents sont arrivés. Mon père vient me voir et me dit, Patou, tu fais quoi du corps des enfants? Parce que le drame est arrivé en Normandie et j'avais aucunement l'intention de rester vivre en Normandie. Je voulais retourner vivre près de Chartres où vivaient mes parents. Et je dis, bah bon, moi je veux que le corps des enfants soit rapatrié à Chartres et je veux qu'il soit enterré à Chartres. Et tu fais quoi du corps de Jackie? Jackie sera enterré avec les enfants. Alors ça peut paraître surprenant. Sur le moment, je ne me suis pas posé de questions. Cette réponse a été si spontanée, naturelle. J'enterrai Jackie, qui est le père de Lucie Sylvain, ensemble, parce que moi, leur mère, j'avais fait le choix de la vie. J'allais vivre, en fait, et j'allais pas être au même endroit qu'eux. Et j'ai fait ce jour-là d'enterrer Lucie et Sylvain avec leur père, non pas avec leur meurtrier. Cette réponse que j'ai faite à mon père est tout aussi spontanée et naturelle. Ça me paraissait tellement juste à ce moment-là que personne n'a remis en cause ma décision. Et puis tant mieux, je remercie d'ailleurs, je remercie tellement ma famille qui peut-être était choquée de ce choix-là. Ce que je peux tellement comprendre d'ailleurs, parce que c'est pas du tout euh, comment dire rationnel ce que je viens de dire. J'étais connectée à ce moment-là, je pense par la source en fait, par quelque chose qui est plus grand que moi, quelque chose qui ne s'explique pas, que je n'ai pas cherché à expliquer pendant très longtemps, mais aujourd'hui voilà, je me suis questionnée et j'ai des réponses. Et puis le 11 septembre, c'est la cérémonie religieuse pour Lucie, Sylvain et Jackie. Et je prends la parole et je parle de pardon. Ce jour-là, je prononce ces mots. Je pardonne l'acte de Jackie qui brise ma vie, qui brise mon cœur, mais je sais qu'avec la haine et la violence dans le cœur, je ne pourrais pas continuer à vivre. Et j'ai choisi de vivre parce que tant que je vis, Lucie et Sylvain vivent à travers moi. Et je souhaite un jour trouver cette paix, la paix. Et dans cette assemblée, j'imagine aujourd'hui à quel point ces mots que j'ai prononcés ont pu peut-être déranger, toucher, surprendre, mais qu'importe. Moi, ça m'a sauvé la vie. En fait, voilà, le pardon m'a sauvé la vie. Ouais, le pardon, en fait, m'a libérée de toute la violence qu'aurait pu m'envahir, tout simplement. Tous ces ressentiments, toute cette colère. Il n'y avait plus de place pour ça. Il y avait tellement pas de place pour ça parce que quand je voulais continuer à aimer Lucie et Sylvain, il me fallait toute la place pour l'amour. Et c'est ce qui restait, en fait. Quand il n'y a plus rien, vraiment, quand il n'y a plus rien, quand c'est le vide total, quand c'est le néant, quand c'est l'absurde, quand on s'est accroché à la vie et qu'on a fait le choix de la vie, il reste juste la place pour tout l'amour. Pour Lucie, Sylvain, bien sûr, mais un petit peu d'amour aussi pour moi. Et c'est pareil, je dis souvent, quand on est dans le pardon et quand on n'est pas dans la violence, eh bien, on a une posture d'ouverture, en fait. On a une posture d'ouverture. Et ce que j'ai eu cette chance-là, en fait, par le cadeau du pardon, de pouvoir recevoir l'amour de mes parents, de mes frères et sœurs, de mes neveux et nièces, de mes amis. C'est vrai que j'aurais pu rester fermée et puis être voilà, le corps complètement voilà, fermé au monde, en fait, et puis en vouloir au monde entier, en vouloir à la vie, en vouloir à Dieu, en vouloir. Et non. Et c'est ça, en fait, que j'ai expérimenté, le pardon qui est un vrai cadeau, en fait, que je me suis fait. Et le 13 septembre, hein, 2 jours après, mes parents qui craignaient voilà, pour ma vie, pensaient que peut-être j'allais attenter à mes jours et m'ont fait hospitaliser dans une clinique. Et c'est midi lorsque j'arrive dans cet endroit-là et c'est l'heure du repas. Tout le monde est installé à une place précise et il reste une seule place et je m'installe
à cette place et je me suis assise à côté d'Éric, qui est devenu le papa de Thibaut et Angélique, en fait. Je souris à l'image de cette dernière semaine que je viens de vivre là tout de suite, parce que le 6 septembre, je viens d'apprendre que Lucie et Sylvain sont morts. C'est un tsunami. C'est vraiment ça me ravage de l'intérieur. Et le 13 septembre, eh ben, il y a une petite lumière qui s'est allumée, c'est-à-dire Eric. Eric qui est gentil, Eric qui vient me parler, Eric qui m'écoute, qui est là. Et on a mis bien sûr quelques mois avant de se revoir, avant de faire mieux connaissance, parce que évidemment, il est parti avant moi de cet endroit. Moi, j'y suis restée un mois, puis je retournais voir mes parents, et puis voilà, et il fallait vraiment aussi que je m'occupe de moi et lui de lui. Et puis voilà, on s'est retrouvés vraiment en janvier 1991, on s'est revus. Et en juin 1991, nous avons vécu ensemble. Alors évidemment, si pendant très longtemps, je m'occupais pas de ce que les gens pouvaient dire au sujet de, de cette rencontre. Je suis, oui, convaincue que beaucoup ont pu se dire que je n'avais pas de temps perdu de temps pour rencontrer, pour continuer, reprendre, voilà, d'aimer à nouveau. Voilà, pour beaucoup, c'était trop tôt. Tout est trop tôt. Maintenant, il est arrivé là, et pour moi, c'est vraiment la petite lumière, c'est ce que je dis, la petite lumière qui s'est allumée. Et si, comme moi, on perd la raison, toutes les raisons qui vont nous permettre de se lever le matin, et quand on a une petite lumière qui se met à briller, ben déjà on se lève plus léger. Parce que chaque jour, chaque matin et pendant des mois et des mois, je réapprenais la mort de Lucie. C'est extrêmement touchant, ton histoire. J'imagine que tu l'as racontée des centaines de fois, Patricia. Mais ça continue à être touchant de voir comment ça t'habite Ah, encore. encore, non. Ah Même moi, oui, surprise à m'écouter parce que je suis pas là. Je suis pas là avec toi. oui, oui, J'arrive, tu vois, je suis guérie, mais pourtant, quand je raconte cette semaine-là, j'ai toutes les émotions qui me traversent. et oui, Je peux te dire que quand je suis sans voix, c'est que je suis sans voix à ce oui, moment-là. Je suis dans oui. l'émotion Mais de ce qui m'habite à l'intérieur. Je suis perdue. Enfin, parce que cette émotion, elle m'a marqué à vie. C'est vraiment quelque chose, bah, évidemment. Enfin, moi, je suis convaincue qu'il y a une partie de moi qui est morte, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pourtant, je suis tellement en vie. C'est ça qui me surprend. C'était justement la question que j'avais envie de te poser, Patricia. Vraiment, parce que moi, ce qui m'a... Évidemment, ton histoire, elle est fracassante, quand elle vient toucher au cœur, elle vient... On se projette tout de suite, on n'arrive même pas à se projeter sur ce que c'est que la douleur de perdre deux enfants tués par leur père. C'est impossible à penser, c'est impossible à assimiler, même quand on a... Moi, j'ai pas d'enfant, mais il y a quelque chose qui est tellement surréaliste, extraordinaire. La question qui me venait, c'était aujourd'hui, si jamais tu te regardes dans le miroir avec toutes ces vies en une, j'ai envie de le dire comme ça, quelle part de la Patricia d'avant tu peux reconnaître et quelle part est devenue vraiment étrangère? Comment ça t'a transformé? Enfin, j'imagine de plein de manières, mais est-ce qu'il y a une part de la Patricia d'avant ce drame terrible qui est encore là? Et peut-être c'est à elle que tu te reconnais parce que tu avais 30 ans. Tu étais tellement jeune, tellement avec deux enfants de 6 et 7 ans, que tu as eu très rapidement, effectivement, l'un après l'autre. Tu découvrais ton rôle, ton métier de maman à, à- à 30 ans. Hein, c'est vraiment pas rien. À 30 ans, on est encore tellement jeune. Est-ce que tu saurais répondre à cette question? Elle n'est pas évidente. Oui, je vais tenter d'y répondre. Patricia, qui a 30 ans, qui vient de perdre ses deux enfants, ne doute pas. Ne doute pas qu'elle va y arriver. Je ne sais pas du tout combien de temps ça va mettre, quel sera le parcours, quel sera le chemin, mais je sais que je doute pas, mais j'ai une foi absolue. C'est un truc de fou quand même. Jamais j'ai douté que j'allais y arriver, que j'allais continuer à vivre. Pendant longtemps, j'ai survécu.
très longtemps, j'ai survécu parce que même si on fait le choix de la vie, face à cette absurdité totale que je venais de vivre, on ne fait que survivre. Trouver juste un peu d'oxygène et un peu d'air pour respirer mieux, pour juste faire toutes ces petites choses de la vie qu'il faut faire quand on n'a plus le goût à la vie, mais trouver encore du goût. Il faut continuer à trouver du goût à la vie. Et puis Thibaut est arrivé. Je disais que j'ai rencontré Eric et Thibaut est arrivé en 1992 et Angélique en 1994. Donc très rapidement Finement. derrière le drame. Si beaucoup ont douté de ma capacité à élever Thibaut et Angélique, eh bien moi j'en doutais pas du tout un instant. Si j'avais cette certitude que j'allais vivre, quoi. J'allais vivre parce qu'à partir de ce moment où Thibaut est arrivé, mon Dieu, quelle joie, quel bonheur, à nouveau de se lever pour un enfant pour qui je vais raconter des histoires, qui va donner du sens à ma vie, que je vais aller promener. Enfin voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire quand on a vécu complètement l'absurde. 2 ans après, redevenir mère, mais c'est extraordinaire à vivre de l'intérieur, mais à la fois tellement douloureux parce que est-ce que je vais continuer à aimer Lucie et Sylvain? Est-ce que Thibaut, je vais l'aimer autant qu'eux? Est-ce qu'il y avait quand même ces petits doutes ces pertes de confiance? Et puis non, le temps a passé, les mois ont passé et je me suis dit non, non, c'est merveilleux. C'est merveilleux, profite Patricia de ce moment-là. Et puis Angélique est arrivée et ça a été la réconciliation avec ce rôle de mère que, que Jackie m'avait spolié en fait. Il avait vraiment voulu détruire enfin il a détruit en partie, je dirais bien en partie, parce qu'il n'a pas détruit la flamme qui m'anime, il n'a pas détruit la vie qui est là en moi, cette confiance en moi, cette force de vie qui est là et que j'ai toujours alimentée finalement, que j'ai toujours gardée en moi, même s'il y avait des moments où j'étais découragée, bien je m'y accrochais. Je m'accrochais en fait à cette fameuse parole que j'ai dite à l'église. N'oublie pas, Patricia, tu as fait le choix de la vie et l'amour pour Lucie et Sylvain, il y a il y a que toi qui peut les honorer en fait, qui peut honorer voilà, voilà, je suis un passage, enfin non, je suis, comment on appelle ça, leur mère. Je resterai toujours leur mère. Et je suis un témoin tellement vivant de leur passage que, ben voilà. Oui, Finalement, excuse-moi Patricia, la oui, part que tu reconnais, c'est la part tellement orientée vers la vie, en fait, qui a toujours été là, qui a été là sans doute avant, qui sans doute est au cœur de ce que tu es, de ta personnalité, même pendant le drame, même au moment des obsèques, même, c'est toujours cet élan vers la vie, en fait, qui est une part qui a toujours été présente. eh bien, exactement, mais ça m'a jamais quitté en fait. Et je sais enfin moi, ce que j'ai senti en fait en moi, parce que c'est ça, ça passe par le corps, hein, tout ce que je viens de dire avec des mots, je l'ai vécu dans mon corps. Je viens de vivre un raz-de-marée, mais après un raz-de-marée, la vie, elle est toujours là. Et quand on va et quand on la laisse faire, quand on la laisse, en fait, quand on la laisse euh, nous envahir, et bien, quand elle renaît, enfin voilà, c'est une renaissance. Moi, j'ai vécu plusieurs naissances. La première, en 1904, enfin, le jour de ma naissance, donc en octobre 1959, et puis la deuxième à 30, bientôt 31 ans. Et la suivante. Et voilà, je suis renée une fois après, et grâce à l'écriture. Et franchement, oui, la part de Patricia de 31 ans, qui avait cette foi, ouais, qui avait cette foi, cette confiance, l'amour aussi, l'amour démesuré pour Lucie et Sylvain, mais Mm. qui était là voilà, il y avait toute la place dans mon cœur, dans mon corps, et à la fois tellement de douleur. Ouais, c'est la vie qui est là, qui est toujours là, sauf qu'on oublie qu'elle est là. Et moi, je l'ai jamais oubliée, en fait. Je crois que c'est ça, c'est la reconnexion. J'ai toujours senti la vie en moi. Et peut-être que d'avoir Thibaut aussi rapidement après
Le décès de Lucie et Sylvain m'a vraiment reconnecté au vivant, vraiment à la vie que je pouvais aussi encore transmettre, que je pouvais donner. Et Tu ça c'est pouvais, ouais, tu pouvais transmettre, donner et créer, hein. Tu pouvais créer la vie à partir d'un espace de chaos absolu. c'est ça. C'est Et en même temps, en t'écoutant, j'imagine le défi que ça a été d'accueillir des enfants alors que tu n'as... Parce que tu dis, tu parles du pardon, évidemment, mais dans ton ouvrage, tu en parles très bien. Ça m'a beaucoup touché, ça. Tu dis que, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait évoqué quand on s'est rencontrés, quand on a échangé la première fois. Le pardon est devenu une prison de silence. Plus personne parlait des enfants. Ta survie, tu as brûlé les étapes pour survivre. Il y a une dissociation qui se fait à ce moment-là, sinon on décompense complètement, on devient fou. Je pense que c'est impossible de tenir à une souffrance aussi immense. Et tu expliques 25 ans de fureur contre toi-même. Mais bien Donc sûr. il y a le premier élan et peut-être qui vient pacifier un peu vite, hein, qui vient, mais parce que en toi, pour arriver à tenir debout, ça n'est pas possible autrement. Il y a cette dissociation qui se fait pour ne pas être connecté à une douleur qui t'aurait terrassé sinon. Et en même temps, voilà, il y a toutes ces étapes, hein, et je me, je, je me suis dit, évidemment, en lisant ton ouvrage, et là, je me le redis, quel défi ça a dû être, même si c'est un grand bonheur d'accueillir ces deux enfants de nouveau assez rapprochés, de nouveau un garçon et une fille, même si c'est dans un ordre inversé. Hmm. Comment c'est possible de ne pas les charger de cet héritage absolument terrible qu'ils ont reçu, parce qu'ils arrivent avec ça, forcément, c'est leur histoire aussi. Comment pouvoir être une mère suffisamment tranquille pour aussi les accueillir dans leur singularité, dans la beauté de la vie qui se déploie et pas avec l'idée du drame qui est tout le temps là. Ça fait tellement effraction un drame pareil que comment on peut être en paix en fait pour accueillir de nouveau des enfants, je trouve ça incroyable. Alors, tu viens de parler de dissociation et c'est tellement ça. C'est vrai, pendant très longtemps, je dirais bien pendant pratiquement 25 ans, j'étais dans les moments de la vie, j'étais dans le moment de la vie, donc j'étais dans la joie, on va dire, le cœur en joie. Et il y avait des moments où j'étais complètement terrassée, donc Ouais. complètement dans... Et donc ces excès-là étaient devenus insupportables. Et c'est comme ça en 2015, j'ai commencé à écrire. Mais je vais revenir à Thibaut et à Angélique. Et Angélique ont su relativement tôt qu'ils avaient un frère et une sœur. Voilà, il y avait une photo des enfants, de Lucie et Sylvain, dans la chambre de mes parents. Et un jour, Thibaut me pose la question, Maman, c'est qui ces enfants-là? Je ne les connais pas. Et puis, je réponds, bah, écoute, ce sont Lucie, Sylvain, ce sont mes enfants. Ils sont nés avant vous et ils sont morts avec leur papa. Alors là, oui, c'est vrai que je sais aujourd'hui qu'ils étaient déjà dans mon ventre en lien avec ce drame que j'avais vécu. Mais là, ce jour-là, j'ai bien senti, comment dire, une charge émotionnelle se déplacer de mes épaules sur la leur. Vraiment, je l'ai vu, c'est fou comment moi je me suis sentie plus légère et j'ai senti à la fois ce poids sur leurs épaules, tant leur réaction a été aussi euh, excessive aussi. Thibaut qui pensait être l'aîné, Angélique qui partait dans tous ses états. Enfin, donc ils ont été accompagnés à ce moment-là. Ils avaient quel âge, Patricia, à ce moment-là? Je dirais 6 et 4. Ah oui, donc ils avaient aussi à peu près le même âge, quoi. Oui, 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 tout à fait en même temps. Très proche. Ouais. Et du coup, ils ont été accompagnés parce que ça, c'était pour moi la priorité, parce que face à leur réaction, c'est vrai que je me sentais tellement impuissante, je ne savais pas quoi faire, j'étais perdue. Et puis voilà, ils l'ont su à ce moment-là, ils l'ont intégré en tout cas. Et puis les années ont passé, et je dirais que vers l'âge de 13 et 11 ans, Thibaut vient me voir et me demande, Maman, je crois que Jackie a fait exprès, voilà, parce qu'il pensait que c'était un accident de voiture et j'ai pas, comment dire, j'ai confirmé hein, ce qu'il me disait. Et puis il me dit, je crois que c'est pas un accident de voiture qu'il a eu.
Et j'ai compris qu'il savait, qu'il avait entendu sûrement une conversation. Et là, je lui dis, écoute, je pense que si tu me poses la question, c'est que tu es au courant de certaines choses. Alors, je vais tout te dire. Et je lui dis, oui, Jackie n'a pas eu d'accident de voiture avec Lucie et Sylvain. Il les a tués avec une arme à feu. Alors, à ce moment-là, c'est pareil. Ça a été quand même un moment où je me sentais si impuissante face à à leur désarroi, face à leurs excès. Ils sont tellement différents tous les deux. Il y en a un qui est complètement face à l'annonce de cette nouvelle et se ferme en fait sur lui-même, c'est Thibaut, et Angélique qui, elle, euh, qui, qui va vers les autres et qui en parlait tout le temps. Enfin, tout le temps, à tout le monde, en fait. Et là, à nouveau, sont retournés voir voilà, un psychothérapeute pour les accompagner pour qu'ils puissent intégrer en fait cet événement. Et d'autant plus que c'était au moment où, avec Eric, nous nous sommes séparés. Et là, Thibaut ne veut plus aller voir son père. Eric, un peu en colère après moi, m'appelle et me dit pourquoi t'as été leur dire, t'as été leur dire ça? Ben, je leur dis, j'ai répondu simplement à une question et je peux pas dire que que ça n'est pas arrivé et on peut pas mentir à un enfant qui sait déjà. Donc, moi, par contre, une chose est sûre, c'est que je souhaite que Thibaut et Angélique retournent te voir, mais par contre, la seule personne qui peut les rassurer, c'est toi. Et ce que je te propose, c'est qu'on discute ensemble, tous les quatre, et qu'on puisse, en fait, euh, librement parler de notre vie aujourd'hui et puis pourquoi pas du drame, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut qu'on discute tous les quatre pour pouvoir libérer Thibaut et Angélique de cette annonce en fait parce que oui, pour eux à ce moment-là, c'était possible qu'un papa ait tué ses enfants, que c'est déjà arrivé. bien sûr. Voilà. Mais très vite, c'est rentré dans l'ordre. Et voilà, Thibaut et Angélique ont continué à voir leur père, hein. Et voilà, tout simplement, c'est bien. Mm. En tout cas, c'est ce que je voulais. Je voulais pas moi, ce qui m'apportait, c'était pas avoir ce que vraiment, je voulais une famille. Moi, je voulais une famille. Et Eric, lui, c'était quelqu'un de fragile, très fragile, dépressif, qui souffrait énormément, qui se reposait aussi beaucoup sur moi. C'est pour ça que je me suis aussi beaucoup interrogée sur ma relation avec ces deux premiers hommes de ma vie. Ce qui m'a surpris, c'est qu'en nous séparant, Eric et moi, il est devenu père à ce moment-là. Il a pris ce rôle à bras le corps et il a fait en tout cas du mieux qu'il a pu pour euh, transmettre à ses enfants ce qu'il avait à transmettre, en tout cas à vivre. Oui, mais j'imagine quand même que toi, chargé, métamorphosé, complètement transformé par cette épreuve, tu as dû être une mère louve encore plus aussi, c'est-à-dire avec, encore une fois, la maturité qu'amènent les épreuves et en même temps la jeunesse qui était là. Peut-être il a pas pu avoir vraiment une place non plus quand vous étiez en couple, en famille, de par sa fragilité certes, mais aussi de par la grande responsabilité qui était la tienne, d'une, de t'occuper de toi, du chaos en toi, voilà, 25 ans, tu disais, pour arriver à faire la paix avec la colère que tu avais, la culpabilité que tu avais, donc c'est vraiment un temps très très long. La grande responsabilité de t'occuper de toi et de t'occuper de ces petits êtres qui arrivent, qui ont absolument besoin de tout, de présence, d'attention, de présence émotionnelle aussi. Donc bon, ça fait quand même beaucoup de complexités à gérer qui sont de la complexité invisible, hein, évidemment, comme souvent, mais qui va induire des choses chez chacun. Mm. Le Mais, le système, mais, l'ensemble du système. mais je me doute et je sais complètement que pour Eric, ça n'a pas dû être facile à vivre. Et de m'avoir rencontré, en fait, de m'avoir rencontré, il était très heureux. Il était très heureux aussi de partager la vie avec moi. Il était très heureux que je devienne mère. C'est ça surprenant. Il était comme si
par contre, il était complètement désorienté aussi il se sentait pas responsable de lui, donc il se sentait très désorienté pour devenir responsable d'autres enfants. Mm. Et ça, il avait senti en moi, par contre, cette force que j'avais, cette capacité que j'avais de déployer une énergie extraordinaire à être dans la vie, tout simplement. Mm. Ça, il m'admirait beaucoup, hein. Et puis voilà, oui, c'était certainement pas évident. D'ailleurs, je dis souvent, je dis souvent ça. C'est ce que j'ai dit en 2015 quand j'ai été accompagnée par un psychothérapeute pendant 3 ans là. Et je lui dis, quand je parle d'Éric, je lui dis, Éric était le seul homme suffisamment fou à croire en moi par moi. Et à ce moment-là, il me dit, ah bon, il faut être fou pour vous aimer, Patricia. Et à ce moment-là, j'ai ri, parce que je me suis dit, mais non, il n'était pas du tout fou. C'était vraiment quelqu'un qui m'aimait. Peu de gens, je pense, autour de moi avaient cru en nous, en fait. C'est pareil, hein, l'extérieur, le regard des autres sur le couple qui s'était formé, sur le fait que nous devenions parents. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'ils vont être capables? Mais alors, moi, je pense que j'étais capable pour deux. Si lui, il n'était pas, mais moi, j'étais capable pour deux. Et Ouais. c'est voilà. Et pour une mère louve, alors on va aborder Mhm. ce rôle-là. Bah alors là, oui, complètement. Ouais. À en être étouffante. À Oui, ben, on peut imaginer, mais en même temps, le déroulé de la vie, la manière dont la vie s'agence, ça défie tout ce que l'on peut imaginer. C'est-à-dire, tu aurais pu être complètement terrassé, tu prends des décisions d'une dignité, d'un amour d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est juste ou pas juste, mais quelque chose qui est... il y a une clarté quand même dans la décision d'enterrer le père des enfants avec les enfants, et en même temps, l'amour se présente. C'est sûr que quand on regarde les choses comme ça, on se dit, mais c'est fou. Non, il y a des choses complètement improbables dans la vie. Il y a de la magie partout. Et en même temps, tu disais, c'était vraiment important pour toi de fonder une famille. C'était un choix d'avoir Thibaut, ou ça, il s'est présenté. Thibaut, il s'est présenté et Angélique est un choix. C'est curieux. Je vais revenir sur ce que tu viens de parler de clarté, de lucidité. Tu sais, je me suis souvent questionnée depuis quelques années, hein, c'est pas si vieux que ça, après l'écriture, pour essayer de revisiter à l'intérieur de moi les sensations dans mon corps qui étaient là quand je fais le choix du pardon, quand je choisis la vie. Eh bien, et je disais tout à l'heure, il restait que de l'amour. Et c'est vrai que c'est ce qui restait, que de l'amour. Il y avait que ça qui restait dans mon corps. Mais c'était clair, c'était limpide. J'étais terrassée par une douleur atroce, mais je savais où j'allais. Et j'avais, tu vois, j'ai retrouvé récemment le petit texte que j'ai écrit en 1990, euh, que j'ai lu, que j'ai écrit sur mon ouvrage. Je l'ai retrouvé, écrit avec ma main, il y a 36 ans bientôt. Eh bien, ma main ne tremble pas. C'est clair. Je cherche pas mes mots. J'ai peut-être barré un ou deux mots pour en changer, mais rien d'autre. Et même si j'ai barré les mots, ça veut dire que j'ai choisi mes mots. Et en fait, je me suis dit, mais oui, même ma pensée, en fait, ma pensée, je ne sais pas si c'était le mental, c'était absolument pas le mental, parce que c'était pas le mental, mais quand j'écrivais, j'étais reliée je pense que j'étais reliée à mon essence, à qui je suis vraiment, et donc à l'amour de, à l'amour de la vie, à l'amour de mes enfants. En fait, l'amour avec le grand A, en fait. Et ça m'a tellement surpris, ça m'a tellement surpris que je te partage ça et j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions parce que oui, j'étais déjà accompagnée, je pense. C'est fou, j'étais déjà tellement, tellement portée, tellement choisie aussi. J'ai été choisie, je pense que j'ai été choisie
par la vie, en fait, aussi. Moi, j'ai choisi la vie, mais elle aussi, elle m'a choisi. Mm. Et, et c'est plutôt merveilleux, hein, c'est plutôt merveilleux. Et franchement, j'ai beaucoup d'émotions parce que Mm. même si mon cœur il souffrait, même si mon corps il était lourd, terrassé, eh bien, c'était léger et c'était clair, les perspectives que j'avais. C'est paradoxal, mais c'est comme ça que j'étais, que j'ai réussi à exprimer ce qui se passait en moi, comment j'étais. Et voilà, Mm. c'était Mais tu vois ce qui m'apparaît là quand je t'écoute avec cette histoire de clarté, d'évidence de l'amour, c'est que ça me fait penser à Christiane Singer, évidemment, qui, quand elle a vécu son, voilà, son cancer, elle dit, ben, quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Et effectivement, on est connecté à ça, c'est la substance du monde, quoi, c'est la base, on est baigné là-dedans. Et quand je t'écoute, je me dis ça, en fait, l'effraction que ça a fait tellement grande que ça explose tous les conditionnements. En fait, tu touches juste le cœur, en fait. Le cœur du cœur, moi, je dis que j'aime bien le dire comme ça. C'est-à-dire que là, d'un coup, tout ce qui fait les restrictions, le personnage, les projections, toute cette illusion dans laquelle on est pris, ça dégage complètement, ça disparaît, et puis tu te retrouves avec cet amour qui peut se... Et après, les conditionnements reviennent. C'est-à-dire, tu es rattrapé par il faut prendre soin, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. C'est un peu bizarre ce que tu fais, Patricia, quand même, tu réagis pas comme comme c'est attendu. Tu es sûr que tu veux faire ça? C'est-à-dire que et tu es de nouveau rattrapé par les conditionnements du monde, et du coup, tu perds cette évidence que tu es au service de la vie, même au cœur de l'épreuve. exact. C'est tout. Mm. Et c'est vrai, Christiane Singer, j'ai découvert il y a une année, en fait, je comprends là. Mais ça a été vraiment des lectures qui m'ont bouleversée, mais à un point où, voilà, c'est comme ça que voilà, je suis allée voir une de ses pièces, enfin, qu'importe, c'est pas le Oui. Choisis la vie, tu vivras. tu vivras. Mais quand j'ai lu ça, mais je me suis dit, mais c'est pour moi, ça, c'est pas Ah possible. oui. Et je Mm. la trouve extraordinaire, je la trouve, mais tellement en avance sur l'ouverture, sur le cœur, elle est tellement lucide, elle est tellement claire, elle est tellement clairvoyante. Enfin, elle est extraordinaire. Enfin, moi. Mm. Et j'ai vraiment été touchée par ces lectures. Et oui, évidemment, choisis la vie, tu vivras. Ouais. J'ai compris ce que ça signifie. Il y a tellement de morts vivants. Ben, c'est la majorité. Et encore plus, on rentre dans une nouvelle étape, je trouve, dans cette Oui, époque où on pourrait être déconnecté de notre sensibilité. C'est aussi ce qui me motive beaucoup dans ce projet de présence. C'est comment on ramène du cœur, comment on ramène de l'attention aux autres, comment on peut se regarder. Alors, évidemment qu'on ne se voit pas directement dans les yeux, là, toutes les deux, qu'il y a un écran entre nous. Mais quand même, il y a cette intention d'être connectés l'une à l'autre. Et ça, moi, je crois que les conditionnements, ça vient restreindre notre expérience, les conditionnements, notre histoire, les blessures de notre histoire, les héritages transgénérationnels, enfin, toute cette complexité-là, elle nous empêche d'être des humains innocents d'instant en instant, un jour après l'autre. C'est-à-dire, le jour naissant devrait nous permettre d'être neufs à chaque fois. Tu vois? et- Et c'est ce qu'on trouve dans le dernier ouvrage de Christiane Singer où elle parle de sa maladie, ouais, ce cancer qui l'a terrassée. Pourtant, cette femme qui pensait avec sa tête et avec son cœur, les deux, et avec son corps aussi, tout ça, c'était au service vraiment du vivant de plein de manières. D'un coup, elle dit, il n'y a plus rien. Une fois qu'on nous enlève tous nos vêtements, tous nos conditionnements, toutes les histoires qu'on se raconte sur soi, il y a juste ça, cette ouverture immense. exactement. Et c'est tous les possibles. Et là, tous les possibles sont possibles. Oui, Euh, et surtout l'amour qui reste. Et c'est vrai, hein, c'est tellement beau, tellement beau. Alors, j'aimerais vraiment aborder aussi 2015, en fait. Je disais que j'étais une mère hyper possessive, je les couvais. Et ils avaient grandi, ils avaient 22 ans et 20 ans, et j'étais insupportable, tellement anxieuse de ce qui pouvait leur arriver que voilà, j'étais devenue quelqu'un, en fait, que je ne reconnaissais pas. À nouveau, je me suis. C'était comme si
euh, mon corps était là et je me reconnaissais pas ouais, dissociée à nouveau et je me reconnaissais pas. Je dis c'est pas moi, ça me ressemble pas. Mm. C'est pas ça moi. Je suis pas ça. Je suis pas cette femme qui est toujours en train d'épier, qui est toujours en train d'appeler, qui est en train de surveiller. C'est pas moi, ça, c'est pas moi. Et évidemment, les enfants, ben voilà, fuyaient un peu la maison. Bien sûr, ils avaient des amis, des copains, et moi, je me retrouvais seule et perdue. Et vraiment, c'est la première fois où j'ai eu envie de mourir, en fait, en 2015. Et là, dans un élan d'amour, je dirais bien un élan d'amour pour mes 4 enfants, je me suis dit que si je devais mourir maintenant, c'était essentiel et vital pour que Thibaut et Angélique deviennent des parents et des adultes responsables, euh, que je raconte que je raconte ce que j'ai vécu, que je raconte qui est Lucie, que je raconte qui est Sylvain, que je raconte toutes ces petites anecdotes, toutes ces petites histoires, voilà, tout ce qu'ils étaient, tout ce que nous étions, tout ce que nous faisions, et surtout que je raconte mon parcours, comment j'ai fait pour survivre à ce terrible drame. Parce que là, j'étais dans une telle culpabilité à ce moment-là. J'avais pas réglé ce problème encore là. Comme on dit, parlait tout à l'heure du pardon. J'ai pardonné, oui, mais ça m'a tellement enfermée dans une Mm. prison. Je me surprenais à douter de l'existence de Lucie et Sylvain. Et ça a été terrible. C'est comme s'il me manquait une partie de moi, comme si il y avait des années c'était le trou, comme si il me manquait quelque chose. Il fallait que je remette toutes les puzzles enfin, il fallait que je reconstitue le puzzle de ma vie, parce que de ne plus avoir parlé de Lucie et Sylvain, eh bien, ouais, ça faisait un gouffre. En fait, il y avait un grand gouffre. Ouais. Et il fallait vraiment que je... Et c'est comme ça que la plus belle des aventures est née quand même. C'est vraiment l'écriture, la reconnexion à moi, ma renaissance, mais la métamorphose. C'est, c'est vraiment... et c'est grâce à l'écriture que je me suis pardonnée à moi. C'est un fou, un truc de Mm. fou. On parlait du pardon à l'église. Donc c'est vrai, c'était clair, c'était léger. Je me sentais... je savais où j'allais, c'est-à-dire c'était clair. Mon chemin était plus ou moins tracé. Il allait être sinueux, mais il était tracé. Et là, quand je me suis lavée de cette culpabilité, c'est comme si j'avais une légèreté. J'étais transportée, j'étais, mais mon Dieu, je n'avais que qu'envie de dire merci, 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 c'est beau, merci, merci la vie, merci. C'est extraordinaire de vivre des moments de réconciliation avec soi, de se dire j'ai le droit d'être là, je mérite d'être, je suis à ma place. C'est extraordinaire, franchement. Et grâce à l'écriture, je peux dire aujourd'hui euh, que je n'ai plus honte d'avoir fait le choix de la vie et que je suis fière de moi. Parce que curieusement, ces deux sentiments m'ont pendant 25 ans traversé. Entre le choix d'avoir voilà, j'ai fait le choix de la vie et merci, mais à la fois, j'avais honte d'avoir fait ce choix-là. C'est curieux, hein? Et quand je regardais mon parcours, dans les moments d'euphorie, je me disais, mais tu peux être fière de toi, c'était pas facile, Patrick, parce que j'ai eu d'autres obstacles et la vie est faite de ça. Par contre, comment faire pour les traverser et les transformer? Et ça, j'ai cette faculté-là de toujours pas regarder le problème, mais regarder la solution ou en tout cas d'essayer de la chercher. Et puis surtout, l'écriture a mis en lumière en fait qui je suis, les forces qui m'animent. C'est l'amour pour moi qui est vraiment mon moteur, hein. Tout est guidé par l'amour dans tout ce que je fais. C'est ça qui me motive. Ouais, je suis quelqu'un d'hyper, voilà, je suis courageuse, hein. C'est vrai que je suis courageuse, hein. Je n'abandonne pas. Ma fille, elle me dit toujours, ah là, t'es incroyable, n'abandonne jamais. Mm. Et ça m'a vraiment reconnectée à l'essence, à mon essence, à qui je suis, à cette petite fille que j'ai été et de qui je suis de plus en plus proche en fait. Ça a été ça l'écriture. Merci. Oui, puis c'est une manière de... Encore une fois, je pense que tu as été, j'allais dire en apnée, ça me vient comme ça.
Ah, mais c'est si, 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 Et, si. et toutes ces années, et donc d'un coup, l'écriture, elle vient te Ah, convoquer à l'endroit de la rencontre avec toi-même, où j'en suis, quels mots je pose, qu'est-ce que je ressens quand je pose ces mots-là. C'est quelque chose de très intime, l'écriture, hein. ah oui. Et donc, du coup, tu es obligé d'aller rencontrer, et peut-être qu'il a fallu tout ce temps pour que ça soit moins explosif à l'intérieur de toi, moins dangereux. L'écriture, tu vois, à petits pas, ça t'a permis d'aller te rencontrer aussi dans des espaces qui étaient sans doute encore très en souffrance. C'est tout à fait ça. De toute façon, quand j'ai fait le choix de d'écrire, c'était une question encore de vie ou de mort. J'étais en train de m'éteindre. Et donc, le danger, c'est que Thibaut et Angélique perdent pied et n'aient pas toutes les réponses, en tout cas. Et Mm. c'est comme ça qu'est née cette écriture. Et dans un premier temps, mais ça, c'était tellement douloureux de raconter. Si, j'écrivais à la main au départ. Et le stylo, il glissait pas sous ma main tellement ça accrochait, parce que tout était accroché, parce que c'était absolument pas fluide. J'avais tellement peur de ressombrer dans le naufrage. J'avais peur de me perdre à nouveau, en fait, tout simplement. Et en fait, c'est ça que je conseille, parce que beaucoup maintenant viennent me dire, ah, comment vous avez fait pour écrire, etc. Moi, j'ai envie d'écrire. Et en fait, je suis partie de l'histoire de ma famille, en fait. Je suis partie de mes origines. Je suis partie pour me reconnecter à la petite fille qui vient de naître et la jeune, voilà, la petite fille qui grandit, qui devient une adolescente, qui devient une femme, qui choisit de se marier avec Jackie. Voilà, c'était très important de revisiter mon histoire familiale, de me reconnecter à mes racines, de me connecter donc à la terre et puis en même temps à tous ces êtres qui sont partis, qui ne sont dans le ciel maintenant, tous mes ancêtres. Vraiment, ça a été plutôt extraordinaire et j'ai mis beaucoup de temps à écrire en fait. Au début, c'était douloureux, comme je disais, et au fur et à mesure que les semaines, les mois ont passé, je me trouvais apaisée. Même mes enfants me le disaient, maman, et non, tu vas beaucoup mieux, je te sens que tu es plus heureuse, tu es plus Mm. souriante. Et c'est vrai que ça a apporté au fur et à mesure une paix. Et j'étais tellement bien jusqu'en... Donc ça a duré 2 ans, l'écriture toute seule, que j'avais vraiment pas envie d'en sortir. Parce que, voilà, moi, je m'étais créé une bulle, tout le temps libre, c'était pour l'écriture, mes week-ends, je passais des vacances, j'avais toujours à changer les mots, les adjectifs. Enfin, moi, ils étaient jamais assez précis, parce que chaque jour que je pouvais lire un passage, une émotion était encore différente et je trouvais que le mot n'était pas assez juste pour le jour. En fait, à un moment, il a fallu figer les choses. Et puis après, j'ai souhaité en fait me faire accompagner. Je me suis fait accompagner par un coach en écriture. Ça a duré quelques mois. Et on a retravaillé le texte. Et il m'a vraiment fait travailler autrement. Il m'a surtout permise de travailler des dialogues avec Lucie et Sylvain, de travailler même des dialogues avec Jackie. En fait, grâce à lui, grâce à ce travail en commun, eh bien, euh, le jour où j'ai écrit Jackie a tué Lucie et Sylvain, il est devenu le meurtrier, en fait. Et avant, je disais toujours mes enfants sont morts. Mm. Oui. C'était fluide. Et que ce jour-là, c'est vraiment le jour de la libération. C'est le jour où la culpabilité s'est évanouie pour laisser une place à une liberté. Mais c'est extraordinaire la libération. C'est ce que je dis. Être libre, hein, c'est euh, d'une culpabilité t'emprisonne. On n'imagine même pas à quel point ça peut créer des liens, mais des liens atroces. Hein, c'est, c'est vraiment surprenant cette mécanique. Comment... Mais à la fois, ça m'a permis de survivre. C'est ce que je dis. Ça m'a permis de survivre. Et voilà. Et du coup, ça a été vraiment une belle aventure avec lui. Et c'était un vrai travail de. euh, et suite à l'écriture, c'est ça que j'ai envie de raconter parce que ça a été
le plus beau jour de ma vie. Une fois une fois libérée de la culpabilité, je me souviens qu'il reste une place dans le caveau. Et si je mourais maintenant, Thibaut et Angélique auraient la facilité de m'y mettre. Et à ce moment-là, je veux être avec Lucie et Sylvain, mais pas avec lui. Et, euh, et je décide d'organiser une cérémonie pour Lucie et Sylvain afin de les exhumer. Ils ont été incinérés. Et j'ai réussi à organiser, à réunir 80 personnes autour d'eux ce 22 mars 2017, qui était le jour anniversaire de Lucie. Et vraiment, c'est fait. Ça a été le plus beau jour de ma vie. Mon Dieu, quelle émotion, quelle joie de parler de tous ces témoignages des uns des autres. Tous ces, il y avait mon cousin qui était venu jouer, interpréter des morceaux qu'il avait créés pour cette occasion. Ça a été vraiment un moment inoubliable que je n'oublie pas, que j'ai toujours beaucoup d'émotions, qui m'a transportée. D'ailleurs, c'est la première fois d'ailleurs que Angélique appelait Lucie, ma sœur, Sylvain, mon frère. C'est la première fois qu'elle les a reconnus en tant que frères et sœurs. Et ils ont été réintégrés dans l'arbre généalogique de la famille, en fait, ce jour-là. Après ce 22 mars 2017, j'ai fait des rêves extraordinaires. Et, par exemple, le premier, un des premiers, je reçois un appel téléphonique. Alors, c'est les vieux téléphones, c'est marrant. Maman, c'est Lucie. Eh ben, je lui dis, oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir. Euh, c'est trop bien, on va pouvoir se voir. C'est ton anniversaire. Et alors, elle me dit, mais maman, tu sais bien, c'est pas possible. Et elle me dit, t'inquiète pas, maman, tout va bien pour nous. Quand je me suis réveillée, mais alors j'étais heureuse, 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 comme ouais, c'était formidable. J'ai l'impression quand tu racontes ce moment-là que tu t'es réapproprié ton histoire en fait. Ah oui, Que l'écriture, c'est comme si la première partie, bah, tu coupais de toi-même, encore une fois, avec l'ampleur du drame que tu étais en train de vivre. Tu as été, tu n'as pas réfléchi à ce qui était bon pour toi. Et les choses se sont faites, comme toujours, de toute façon, les choses se font à travers nous. Et là, d'un coup, l'écriture te permet de reconnecter avec toi. Et tu prends une vraie décision pour réintégrer tes enfants, tes deux premiers enfants, dans ton histoire à toi, avec ton schéma à toi. Il y a quelque chose de la réintégration que je trouve assez bouleversant quand tu en parles. En tout cas, ça m'est apparu tout de suite, cette nécessité de passer par la matière, par des actes à poser dans la matière pour que tu te réappropries ce qui était à toi. et justement, je vais aborder aussi là la présence. Jusqu'à l'écriture, je te disais que j'avais des moments douloureux, dépressifs, et des moments plutôt d'euphorie. J'étais dans la vie, mais partagé toujours entre ces deux extrêmes, ça, on s'épuise. Je me suis épuisée. Et en fait, euh, après la cérémonie, plus jamais j'ai eu ces moments, en fait. Et je me suis questionnée pourquoi c'est arrivé. Et ce que j'ai compris, c'est que, enfin, j'aime pas ce mot que je vais utiliser, j'ai fait mon deuil. J'ai accepté que Lucie et Sylvain soient morts. Mm. Et parce que je les ai acceptés, leur présence est autre. Elle est en moi, leur présence. Qu'avant, on était séparés. C'est ça le deuil. En fait, c'est bien sûr, on va traverser toutes les émotions, voilà, etc. On les connaît toutes. Mais le oui à la vie, l'acceptation, eh bien, c'est à ce moment-là que et j'étais très surprise. Je pensais vraiment que je l'avais fait, mais non, rien à voir. La société m'avait pas imaginé à faire ce choix-là, le choix de la vie, d'avoir d'autres enfants. On m'avait imaginé complètement, voilà, dans la mort. On n'avait pas imaginé que je. C'est vrai que
elle est aussi enfermante. C'est pareil, une mère qui perd des enfants, une perd, quelle que soit la façon dont elle perd son enfant, la société t'enferme dans un rôle que tu dois tenir. Tous les codes, je les ai bafoués, mais qu'importe, qu'importe. C'est une question que j'avais, mais tu m'as devancé tout à l'heure, donc du coup je me suis dit, bon ok, c'est très bien, mais c'était ça, c'est le poids de l'icône d'une certaine manière, c'est-à-dire comment tu peux être prisonnière d'un- d'un- d'une identité de victime courageuse, de mère courage, et plutôt que d'être une femme ordinaire qui, t'as pas besoin d'être exemplaire en fait, juste une femme qui fait ton chemin avec tout le courage qu'il y a derrière, évidemment le cœur aussi, qui est encore une fois la même racine, et j'aime beaucoup Oui, toujours raccrocher le terme de courage au cœur parce que c'est la même racine, mais c'est peut être extrêmement pesant d'être renfermé dans je dois être exemplaire, je dois tenir, je dois être forte, et d'autant plus quand on a deux autres enfants derrière, hein. Et je trouve que ce moment rituel symbolique là, tu as réintégré tes enfants à l'intérieur de toi, on pourrait dire, hein. Et du coup, effectivement, ça transforme. Il y avait quelque chose qui était divisé en toi avec exact. les dissociations. Et là, d'un coup, pof, ça se réunifie. Unifie, en Mm. fait. C'est Mm. fou, comme le pouvoir, en fait, de l'écriture. Mais bon, j'étais accompagnée aussi par un psychothérapeute et j'avais vraiment la volonté de trouver, enfin, d'aller mieux, en fait. C'était vraiment nécessaire que Oui. j'aille. C'était aussi fort que ça. Et l'écriture, ça a été vraiment la reconnexion, hein. Je me reconnecte. C'est la réconciliation avec moi, avec Mm. toute partie de moi qui était complètement éparpillée de partout. On peut perdre vraiment très vite pied hein, quand Mm. on s'est perdu de vue. Eh ben Quand on oui. s'est perdu de vue. Parce que c'est ça qui m'est arrivé, c'est que je Mm. me suis perdu de vue. À un moment, Ouais. je ne savais plus quel chemin emprunter, je ne savais plus ce que j'avais envie, je ne savais plus qui j'étais. Ah oui, plus savoir qui je suis, mais c'est terrifiant, terrifiant de ne plus savoir qui l'on est, de plus savoir voilà, où je vais, parce que comme tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où aller, c'est effrayant. Et Mm. puis merci. Mm. Le temps long de l'écriture, il te permet de t'entendre, de t'écouter et de t'entendre, et en même temps, j'étais avec ça tout à l'heure quand tu expliquais l'écriture, de poser les mots, ça change tout, hein. Dès qu'on va poser les mots, que ce soit par la parole, moi j'adore, je trouve que la parole est très restauratrice de beaucoup de choses. Dès qu'on pose les mots, dès qu'on met le clair, dès qu'on nomme les choses telles qu'elles sont, effectivement, un meurtrier, un meurtre, pas dire les enfants sont partis, non, ils sont morts en fait. Ça peut sembler violent, percutant, et en même temps c'est ça qui va nous permettre de cheminer avec la vérité à l'intérieur de nous. Et c'est aussi pour ça que le travail de thérapie permet de restaurer des choses. On nomme. Mhm. Et on nomme pas pour juger, on nomme pas pour étiqueter, pour enfermer. On nomme parce que ça ramène du réel dans nos expériences de vie. Et ce réel-là, il nous ancre dans le fait d'être des humains vivants et avec, bah oui, il y a la vie et donc des épreuves et des choses merveilleuses. Mais il y a tout ça dans nos expériences. Mais si c'est pas nommé, si on met ça sous le tapis, on reste avec des zones floues, des zones Donc, troubles mhm. qui vont avoir des échos dans nos vies et aussi pour la suite, dans les systèmes, ou encore une fois, dans les relations. Tout ce qui n'est pas dit a une vie invisible qui va venir colorer nos expériences. Et ça peut être notamment pour la transmission par rapport aux enfants. Bien sûr. Terrifiant. Quand on ne dit pas les choses qu'on trouve dans les constellations familiales, par exemple, hein. Ah oui. C'est tout ce qui n'est pas été nommé, pacifié, etc. Ça apparaît pour être libéré, pour être. Et alors, du coup, ça me fait une porte d'entrée merveilleuse vers le cercle de pardon, Patricia. Je, Mhm. évidemment, parce que on s'est rendu compte. Donc moi, j'anime des cercles de pardon depuis 2023. On s'est rendu compte quand on s'est rencontrés, quand on a fait connaissance, qu'on faisait partie de la même promo. Alors, on était très nombreux pendant cette promo, mais on s'était formés au cercle, l'animation de cercle de pardon au même moment. Et on ne savait pas qu'on allait se rencontrer autrement après. Et puis, pour revenir là-dessus, parce que c'est comment tu deviens actrice, toi, de cette paix après, de plein de manières à partir de ton expérience. J'ai entendu te parler de toi au mois d'octobre, hein, je te l'ai dit.
une participante, une maman au cœur blessé qui ne voit plus ses enfants depuis très longtemps, me parle de toi. Et bien, je lui dis non, je ne connais pas Patricia. Tiens, donne-moi son nom, je vais aller regarder. Elle est venue, un sac de pardon, et puis ça a connecté avec toi, et je ne savais pas qu'on allait se rencontrer. Et je trouve qu'il y a une magie là-dedans. Comment on peut être chacune témoin de cette importance d'aller faire la paix en soi, parce que c'est d'abord là que la guerre commence, toujours, peu importe les épreuves qu'on traverse. Et puis après, comment tu peux t'engager comme tu l'as fait pour le pardon. Après l'écriture, je sentais que mon corps, il avait stocké encore beaucoup de choses. Il n'était pas libéré, le corps. J'avais libéré mon cœur, j'avais libéré la parole, mais je n'avais pas libéré mon corps. Et j'ai souhaité me former, et je me suis formée à la sophrologie. Donc aujourd'hui, je suis voilà, sophrologue. Et puis je me suis rendu compte que lors de ma formation qui a duré 2 ans, au travers bah, justement des échanges, que vraiment mon expérience apportait, enfin en tout cas, a éclairé les autres. Et puis le pardon, j'avais commencé, ah oui, j'avais découvert un livre durant l'écriture en 2017, d'un livre d'Olivier Clerc, Peut-on tout pardonner? Dans ce livre, c'est vrai que ça m'a tellement éclairée sur bah, justement tout ce que j'avais pu acter après le drame, le pardon, le pardon à moi-même avec l'écriture, que je me suis dit, c'est vrai, il répond à toutes les questions. En fait, ce livre répond à toutes les questions que je me posais. Et en fait, c'est juste pour moi. En tout cas, c'est juste ce que j'ai vécu. Et il y a d'autres personnes qui, comme moi, ont vécu des drames et qui sont arrivées par des chemins différents, en tout cas, à, à être dans le même amour. Et du coup, vraiment, ça m'a. Donc, voilà, j'ai lu d'autres livres d'Olivier Clerc. Et puis, j'étais, voilà, à me renseigner. Et à un moment, je me suis lancée pour me former parce que je me disais, écoute, j'avais vraiment, ça me tenait à cœur de pouvoir, de transmettre que le pardon est possible, que l'impossible est possible, qu'on peut passer de l'ombre à la lumière, que face à l'absurde, on peut y répondre autrement. On peut y répondre d'une manière complètement inattendue, justement en faisant le choix de la vie et du pardon. Et là, je me suis formée en 2023 avec toi. Et puis très vite, j'ai animé mon premier cercle de pardon. Ça a été vraiment une grande joie. Je me suis sentie à ma place. Je me sens toujours transportée quand j'anime un cercle de pardon. Et entre le début et la fin, c'est toujours magique. Et c'est tellement merveilleux de voir cette transformation qui opère en si peu de temps, de retrouver un peu de lumière dans les yeux des uns et des autres, que c'est un magnifique processus. Là, je parle du cercle du pardon que tu connais aussi bien que moi. On n'imagine pas que moi, c'est un espace qui est très simple de connexion sensible, sans avoir besoin de raconter justement son histoire, parce qu'on va venir s'occuper de notre cœur fermé. On va venir amener de la lumière, du regard aimant, de la connexion chaleureuse sur notre cœur qui a été blessé et qui s'est contracté. C'est Et ça. ça, c'est magique parce qu'effectivement, les gens arrivent très souvent réticents, en disant je ne veux pas pardonner ça, je ne veux pas pardonner ça, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment la logique de ce rituel. Et au bout de 2 heures et demie, du temps du rituel, qui est encore une fois simple, on voit des visages qui s'éclairent, on voit des sourires qui reviennent, peu importe l'histoire qu'on a traversée, le chaos, peu importe les blessures relationnelles qu'on a vécues, et on en a, et on en porte tous beaucoup. Il y a une ouverture qui s'est faite à partir de, évidemment, d'une intelligence, parce que j'allais dire de pas grand-chose. Non, non, il est très beau, ce rituel, il est très bien pensé, mais euh, on peut toujours aller s'occuper de notre cœur quand on voit qu'il est fermé. On peut toujours avoir cette intention de revenir un peu à soi pour dire, OK, là, je me comporte pas très bien parce que j'ai besoin d'abord de m'occuper de moi. Mhm, c'est ça. Il est simple, c'est tellement simple, des pratiques simples, mais tellement puissant parce vraiment, il ouvre le cœur et il libère ce cœur qui était emprisonné
Et ça, c'est plutôt magique, hein. C'est vrai que c'est un beau processus en tout cas. Et puis ça refait du lien d'humain à humain. Ah oui, ben oui. Et c'est vrai que les cercles créent du lien avec. On les oublie pas. Il y en a qui reviennent même. Il y en a qui reviennent. Ouais. Mm. Oui, oui, je pense que c'est très important d'y retourner parce qu'on continue à être régulièrement contrarié par les relations, Oh oui. à minima contrarié, en tout cas. C'est intéressant, Olivier Clerc parle de douche du cœur, et je trouve que de le C'est voir ça. comme ça, comme une possibilité de s'accorder un espace de ressourcement de son cœur, de cet Exact. espace qui a besoin de battre, de respirer librement. Et je suis devenue animatrice de cercle. Et puis, il me tenait à cœur une chose, c'est de pouvoir créer une association. Et avec une amie, Nathalie Gabert, on a créé une association qui s'appelle Les Petits Miracles pour accompagner les parents endeuillés, en fait. Et ça, elle est née en 2025, hein, et ça a été aussi quelque chose qui vraiment me tenait à cœur, simplement pour répondre aux besoins qui est extrême de pouvoir parler à une maman qui a perdu son enfant, de l'écouter, de pouvoir avoir un espace voilà, où on peut tout dire et où on sait que tout sera compris en fait. Parce que c'est tellement une perte, la perte de son enfant, c'est vraiment une perte à part, hein, qu'on veut. Et puis, témoigner. Alors c'est vrai que maintenant, voilà, je, je- je procède de cette manière-là. J'essaye de trouver des lieux, des assos qui peuvent me recevoir pour que je puisse témoigner. Et évidemment, je parle du cercle du pardon. Et après ce témoignage où j'évoque le pardon, et bien, à ce moment-là, quand je propose un cercle de pardon, ben, j'ai déjà des inscrits parce que je suis venue témoigner et qu'ils voient devant eux la transformation qui a été possible, ont envie d'expérimenter un cercle. Et c'est ce qui s'est passé, voilà, il y a dernièrement. Et puis, comme je suis partie, j'ai rencontré une femme aussi qui anime des cafés mortels. Et je me suis dit, Oui, ah, mais c'est pas mal ça oui. aussi. Et on a animé notre premier café mortel au mois de novembre, mais ça a été vraiment une grande joie. Et pareillement, des gens qui viennent, qui se sont inscrits, qui sont venus avec les épaules ou le visage crispé, qui ressortent de là avec un peu de lumière dans les yeux, d'avoir permis de libérer Oui. leurs paroles sur leur peur face à la mort. C'est vraiment poser les mots, un Oui, besoin. Il y a tellement de choses qui sont tabous, qui sont mises de côté. Et effectivement, un parent qui a pas perdu, et j'avais noté ça, tu vois, qui a perdu un enfant, il n'y a pas de mots. non, Pas de mots. non. On parle d'infanticide, on peut parler Oui, de féminicide, d'homicide, d'orphelin. Il n'y a pas de mots. ouais. Et c'est joli, les petits miracles. C'est un joli nom comme tu dis, Oui, toi. oui, parce que c'est vrai que quand on l'a transformé, ça devient un miracle Oui. de les aimer autrement et d'avancer avec eux. Le miracle de Et la vie, hein, le miracle de la vie, c'est ça. tu es bien porteuse de ça, Patricia. C'est Ouais. extrêmement touchant, et je trouve que Mm. je t'ai dit à quel point je trouvais ton regard lumineux tout à l'heure en aparté, pétillant de cette vie. Et je crois que c'est parce qu'on traverse des épreuves que l'on imagine insurmontables qu'on trouve cette vie tellement pétillante et vivifiante, et qu'on a envie de la partager derrière, hein. C'est, il faut avoir traversé des espaces de tempête, de chaos, de noirceur pour arriver après à porter la vie. Je crois Oui, vraiment ça. oui. Justement, depuis que je fais des témoignages, eh bien, ce que j'ai observé, beaucoup de gens sont venus à ma rencontre et je me suis rendu compte à quel point il y a de la souffrance, combien de souvent des femmes ont été blessées, ont été traumatisées, qui sont encore dans cet état et qui ont besoin, en fait, peut-être euh, de témoignages comme le mien et comme beaucoup d'autres, que tant qu'il y a de l'espoir, eh bien,
voilà, c'est pareil, l'espérance pour moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté non plus. Mm, mm, Et en fait, leur permettre aussi de garder espoir et, et que c'est possible, parce que c'est vrai, quand on est au fond du gouffre, eh bien, on peut avoir beaucoup, beaucoup de mal à voir la lumière. Et que quand il y en a qui ont traversé cette ombre pour rencontrer la lumière, eh bien, ça peut aider. En tout cas, c'est possible. Voilà. Il est certain que quand on reste devant son poste de télévision, on peut s'interroger sur le sens de la vie. J'ai fait ce choix aussi de ne pas encombrer mon cœur. Euh, euh, je le nourris de ce qui me fait du bien. J'ai choisi la vie et je me nourris de ce qui me mm. fait tout simplement. Et c'est important de rappeler que c'est un choix. C'est-à-dire Ah que oui. on peut être complètement désespéré, on peut avoir perdu le goût, quoi, l'espérance. Le monde, ça n'a pas de sens. Mm. Ce monde-là n'a aucun sens, Non. réellement. C'est-à-dire que Ah non, non, non. on peut juste cheminer au fur et à mesure des expériences et se dire et regarder ce que ça nous fait, à quel endroit ça nous fait grandir, comment ça nous transforme, comment ça nous ouvre ou pas. Et puis après, faire le choix de qu'est-ce que je décide d'être comme humain sur cette planète, quelle femme j'ai envie d'être. Et là, il y a toujours un choix possible. Ça ne veut pas dire que il ne faut pas prendre soin des moments où on est complètement désespéré, parce qu'il y en a aussi, et là, il faut se faire, ou à se faire accompagner, ou trouver des gens qui prennent soin de nous et qui nous aiment quand on n'y arrive plus. Mais parce qu'il y a des moments de noirceur où on n'arrive plus à bouger hein, aussi. Mais ce choix du retour à la vie, de ne pas se laisser, de ne pas accepter de se laisser glisser, c'est très subtil, mais on peut vraiment le faire. Oui. Et ça, je suis d'accord avec toi. Et beaucoup de gens ne voient pas ça. Mm. Pensent que ils n'ont pas de chance. Oui. Et c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de choix. Et moi, au contraire, j'ai toujours dit que j'ai beaucoup de chance. Mm. Curieusement, alors, plein de gens me disent, mais moi, je pense que j'ai toujours eu de la chance d'avoir été inspirée, d'avoir Mm. fait ces choix-là, d'avoir été toujours guidée par l'amour. J'aurais pu être guidée par la haine. Moi, c'est autre chose qui m'a touchée. Oui. Et c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui à te parler. Autrement, je ne serais plus de ce monde. Ça, Mm. j'en suis convaincue que si j'avais fait l'autre choix, Mm. je n'aurais pas survécu. Mm. C'est impossible. C'est Voilà, on peut imaginer l'image qui me vient, c'est ça, hein, tu es recroquevillé sur ta douleur et à un moment donné, tu te redresses dans ta verticalité. Il y a quelque chose ouais, je choisis la vie et tu vivras, qui se cale comme ça à l'intérieur de toi et qui fait que tu peux être au service aujourd'hui. Tu peux être cette lumière qui vient éclairer l'ombre pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont en souffrance, quoi. Avec un témoignage qui est du vivant, tangible, quoi. C'est pas juste des mots, c'est du vécu. ah oui. Cette expérience que j'ai vécue, celle de perdre Lucie et Sylvain de cette manière-là, tués par leur père, ça, ça a permis de faire de moi la femme que je suis. Bien sûr, la mère également, mais surtout la femme. C'est terrible, mais c'est parce que j'ai vécu ce drame-là que je suis devenue celle-là, cette femme. Parce que je l'ai vécu eh bien, et que je l'ai transformée. Lucie et Sylvain m'accompagnent et que cette mort a permis, en tout cas, à cette femme que je suis aujourd'hui, de transmettre tous ces messages d'espoir ou d'amour. Et tu peux pas garder ça pour toi. Quand tu as découvert ce trésor, parce que pour moi, c'est comme ça que je vois, j'ai découvert en moi un trésor, parce que le monde en a besoin, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai Mhm. une petite fille aussi qui s'appelle Léa, qui est adorable, qui est merveilleuse. Mhm. Voilà. Tu sais, ça me fait penser à ce message qu'on trouve beaucoup dans l'enseignement de Jésus, dans l'univers chrétien, c'est ta mort me donne la vie. Toutes les morts nous donnent la vie. Les morts à nos personnages, les morts à nos Mm. illusions, les morts à tous ces... Dès qu'on renonce à quelque chose,
ça va ouvrir à une expansion. Alors souvent, on ne voit pas hein, le chemin que Non, ça va nous faire faire, on ne le voit jamais d'ailleurs, mais c'est la mort nous donne la vie. Ça fait vraiment partie du même processus d'émergence de quelque chose de bien plus grand. Mm. exact, je suis d'accord, je te rejoins complètement, Mm. Vanessa. J'ai envie de te demander, Patricia, j'ai ma question rituelle de fin d'entretien, d'entrevue, qui est quelle clé lumineuse ou quel bâton de pèlerin tu aurais envie de transmettre, même si on a beaucoup, toujours dans ce qu'on a évoqué aujourd'hui, il y a beaucoup de clés. Qu'est-ce que tu aurais envie de donner, là, si tu pouvais transmettre de façon immédiate aux personnes qui nous auront écoutés jusque-là, un appui, une clé, un bâton de pèlerin pour pouvoir marcher mieux dans cette vie qui nous chahute beaucoup. C'est Gardez toujours la foi en l'amour et en la vie. C'est vraiment des mots clés en fait, qui m'ont jamais quitté. La foi, je l'ai pas toujours vue, mais elle était là tout le temps. La foi en l'amour, il a toujours été là, l'amour dans ma vie. Et la vie, même si une partie de moi a été ouais, sans vie, mais voilà, quand elle est renée, je lui ai laissé toute la place. Merci, Patricia. Merci beaucoup pour. Je suis très heureuse de te rencontrer. Ça remplit mon cœur, vraiment. Je sens qu'on parle du même endroit. C'est essentiel aujourd'hui d'être des artisans de paix, des porteurs de lumière, même si ce sont des petites flamèches, toutes petites, de pouvoir ramener la beauté, de la poésie, de l'amour, effectivement, au cœur de nos processus. Et merci parce que tu incarnes merveilleusement ça. Merci Vanessa de m'avoir permis aujourd'hui de témoigner autrement, Mm. différemment, avec simplicité. Merci beaucoup Vanessa. Je te dis au revoir dans cet Au espace. revoir. Au revoir Vanessa. Au Au revoir. revoir et puis à une prochaine fois. À une prochaine fois. Mes chers amis, voici cette entrevue d'aujourd'hui avec Patricia Odo se termine. On vient souvent chercher Patricia pour la part de drame qu'elle a vécue. J'espère qu'aujourd'hui, vous aurez pu vous connecter, vous nourrir de cette merveilleuse part de lumière qu'elle incarne. J'espère qu'elle aura pu vous inspirer, vous donner la force nécessaire pour traverser les épreuves. Gardez la foi que derrière toutes nos dynamiques, tout le déroulé de la vie, il y a une intelligence, il y a quelque chose qui œuvre pour nous. La vie est notre allié, la vie est notre amie, toujours, même quand on ne sait pas bien où elle veut nous amener. Et toi, Amami, j'ai envie de te dire, ton cœur est puissant, ta capacité à pardonner est puissante. N'oublie jamais de t'occuper de ton cœur, n'oublie jamais de lui donner la nourriture, l'attention, les soins dont il a besoin. Nous sommes tous responsables de ce que nous diffusons dans le monde. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.